Ravi de vous retrouver pour ce premier Community Day France. On est particulièrement content, moi et toute l'équipe, de vous retrouver aujourd'hui malgré les conditions sanitaires compliquées. On est ravi de pouvoir vous présenter cet événement sur lequel on travaille depuis un certain temps maintenant. Donc ce sera un événement 100% en virtuel, 100% en français. C'était un de vos desiderata lors d'une précédente campagne d'études que j'avais pu faire l'été dernier. Donc voilà, on a réussi à vous proposer un événement 100% français, donc on en est ravis. Un petit mot sur le Community Day. Donc ça va être une journée riche puisqu'on aura pas mal de speakers. Aujourd'hui, il faut savoir que 20% de ce que nous apprenons provient des échanges que nous avons avec les autres, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'organiser cet événement. Cet événement qui est le fruit d'une réflexion qu'on a depuis un certain temps, depuis 2014, que j'anime les meet-up sur Paris et sur d'autres villes, et j'ai mes compères organisateurs de user group qui sont aussi avec moi. Certains sont dans l'équipe organisatrice. Donc, on a voulu vous proposer un événement qui était créé par et pour la communauté. C'est-à-dire qu'on a essayé d'impliquer au maximum des speakers de la communauté. On a fait appel à la communauté pour trouver les speakers. Et on vous a aussi proposé un dispositif, et je vais vous le présenter tout à l'heure, pour que vous puissiez échanger malgré le fait qu'on ne puisse pas se voir dans ces conditions un peu particulières. Donc, quelques données, puisque je sais que chez AWS, on aime bien ça. J'ai mis à jour la slide ce matin. Donc, on se trouvait à 700 inscrits ce matin. On a eu la chance d'avoir 26 sessions proposées lors du Call for Paper. Donc, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont proposé leur talk et on regrette malheureusement de ne pas pouvoir mettre tout le monde. Peut-être que l'année prochaine, on réfléchira à un autre format avec plus de speakers. Et on va essayer au maximum de caser, en tout cas, les speakers qui ont proposé des très bonnes propositions sur un format meet-up. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en a retenu 9. Donc, on aura 9 talks techniques, plus une keynote que je vous présenterai tout à l'heure. Cet événement est le fruit de 5 mois de préparation, comme je vous le disais, avec une équipe de 14 personnes. Les 14 personnes que vous retrouvez sur cette slide. Donc, on a créé une équipe composée de 3 types de profils. Vous allez retrouver des community heroes, des organisateurs de meet-up donc dans les villes, mais aussi un nouveau programme qui vous sera présenté en fin de journée, qui est le programme AWS Community Builders. Donc, je vais pas citer tout le monde. En tout cas, les membres de l'équipe, je vous remercie pour le travail effectué et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter et de se retrouver plus tard pour fêter ça. Une petite histoire du user group et des AWS user group en France. Donc, en 2014, on a créé le premier user group qui était un user group France au tout début, qui s'est vite transformé en user group Paris. Donc ça remonte à 2014. Entre 2014 et 2018, on a créé 15 autres user groups donc, que vous pourrez retrouver sur la plateforme meetup.com. En 2018, on a eu notre premier stand sur un grand summit qui était celui de Paris, évidemment, qui était un des plus gros stands d'ailleurs, et on a pu communiquer, on a pu échanger avec vous, donc on était très content de pouvoir le faire. On espère que ça va pouvoir se reproduire. D'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais le summit est en pleine préparation, donc ça aura lieu au mois de juin. Seb, si tu peux envoyer le lien, le partager sur le chat, ce serait idéal. En 2019, la création du Slack, donc le Slack dont je vous présenterai le lien tout à l'heure, qui nous permet de créer un pont entre chacune des villes et entre chacun des utilisateurs, qui permet d'agrémenter toutes les conversations qu'on peut avoir, qui vous permet aussi d'avoir un endroit où vous allez pouvoir poser vos questions, échanger avec les autres experts, monter en compétences, poser des questions sur la formation. Toutes les questions que vous pouvez avoir, vous pouvez les poser sur le Slack. Et il y a pas mal de monde pour vous y répondre. On est plus de 1000. Voilà. En 2020, les premiers AWS Heroes et les premiers Community Builders français. Donc ça, c'est une belle reconnaissance. On a aujourd'hui 3 AWS Heroes en France et les 3 seront avec nous aujourd'hui. On a également plusieurs Community Builders qui interviennent sur cette journée. Et enfin, 2021, donc aujourd'hui, voilà, le premier AWS Community Day France qu'on organise pour la communauté. Et on espère essayer de reproduire cet événement tous les ans. Et évidemment, si vous souhaitez vous impliquer d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Donc, les groupes d'utilisateurs en France, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes. On a fait le point avec les équipes qui gèrent les communautés au niveau monde, qui m'ont précisé qu'on était précisément à 10 761 membres. Voilà, donc avec le plus ou moins 10 000, on n'en est pas loin. Et on est présent dans 16 villes. Alors, je parle de villes, mais il y a la Côte d'Azur qui est un cas un peu différent, puisque c'est plus une petite zone géographique. Et d'ailleurs, avant de démarrer, ce serait sympa qu'on puisse se présenter d'une façon, et que vous puissiez nous dire peut-être dans le chat de quelle ville vous venez. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui viennent d'autres pays, puisqu'on sait qu'en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, dans les pays du Maghreb, au Canada et potentiellement dans d'autres pays du monde, on parle aussi français. Donc, si vous êtes de ces pays-là, soyez le bienvenu, vous êtes aussi chez vous, et précisez la ville d'où vous venez, ce serait super sympa. Donc, le Slack, aujourd'hui, c'est 1080 utilisateurs. Je vous partage le lien pour que vous puissiez le rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Et je vous précise au passage qu'on a créé un canal dédié pour la journée, qui est le canal DS Community-Day-AWS. Donc en rejoignant le Slack, pour ceux qui sont familiers, vous pouvez retrouver ce canal-là. Et sinon, je vous partagerai le lien également juste après mon introduction. Sur le canal en question, vous allez pouvoir retrouver une équipe d'experts. Et d'ailleurs, Steve, est-ce que tu es avec nous pour nous présenter cette initiative? Bonjour tout le monde, et oui, je suis parmi vous. Alors, cette Salut, initiative, Steve. c'est quoi? C'est des experts AWS qui sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions techniques. Je pense qu'aujourd'hui, suite au talk ou autre, vous en aurez de nombreux. Alors, les questions des talks resteront dédiées au talk, donc vous pourrez toujours les poser au niveau de Twitch ou YouTube ou le channel que vous utilisez. Si vous avez des questions techniques sur vos projets ou même sur des questions techniques plus générales sur de la connaissance AWS, n'hésitez pas. Alors, comment ça marche? Donc, rejoignez-nous sur le channel community-day-AWS pour envoyer vos questions publiques, ou alors pinguez-moi directement sur le Slack si jamais vous voulez garder un peu plus de confidentialité. Et moi, je me chargerai de rediriger cette question vers l'un de nos experts. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez des exemples de questions, posez-les. Eh ben, écoute, merci Steve et merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour l'occasion. C'est en tout cas une bonne initiative et j'espère qu'on aura tout un tas de questions et qu'on pourra peut-être en faire un feedback lors d'un prochain meet-up, par exemple. Avec grand plaisir. Eh ben, à tout à l'heure. Je crois que ça démarre à 10h, hein, c'est ça? 11h. 11h. Ça commence de 11h. 11h et ça termine à 16h. Super. Eh ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure et à bientôt tout le monde. Alors, un autre petit message que je voulais vous faire passer. On a mis en place sur le web une petite plateforme pour pouvoir noter les talks. Donc, on va vous partager le lien également dans le chat juste après ça. Et puis, entre chacune des conférences, on vous partage le lien. Pendant les pauses également, vous pourrez retrouver ce lien. C'est très simple. C'est juste un petit vote voilà, sur ce que vous en avez pensé, original, enrichissant, bon orateur, etc., etc. Et vous pouvez également laisser un commentaire en texte libre pour les speakers. Je ne peux pas terminer cette conclusion sans dire encore une fois un grand merci à Sébastien qui nous aide bien sur cet événement-là, puisque c'est lui qui s'occupe de toute la partie back-office. Il est sur une plateforme StreamYard et où on rediffuse l'événement donc du coup sur YouTube. Donc merci à AWS de nous prêter la chaîne YouTube et sur Twitch également. Et malheureusement ce matin on s'est rendu compte que sur LinkedIn ça ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, aujourd'hui on est sur Twitch et sur YouTube. J'accélère un petit peu. Donc l'agenda de la journée, donc on va se retrouver d'aujourd'hui de 9h à 18h. On aura tout un tas de présentations. Donc une keynote au secours des lambda en prod, portez votre application serverless au nirvana de la safety, la type safety, etc., etc. Donc voilà, je vous laisserai regarder sur l'agenda, ce sera peut-être un peu plus précis. Et tout de suite, donc on va accueillir Marine et Diane pour la keynote. Marine, Diane, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Eh bien, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Donc pour cette keynote d'ouverture qui va être pas du tout technique, donc qui va essayer d'ouvrir les chakras sur l'importance du peer learning.
Et ben écoutez, Marine, je crois que c'est toi qui introduis. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots, et puis après, je vous laisse la parole. Merci Julien, et merci à tous de nous avoir accueillis pour cette keynote aujourd'hui. On est ravis, Diane et moi, de pouvoir participer. Effectivement, de parler de sujets aussi importants que le peer learning, mais pas seulement, aussi l'inclusion, la diversité, le mentorat, voilà, tout un tas de sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont relatifs à la culture des communities. Donc, tout ça est très, très pertinent. Diane, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi? Alors oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Diane Laine. Je suis la fondatrice de WAP, qui est la première structure spécialisée dans l'apprentissage entre pairs et éditeur aussi d'un logiciel, une solution de peer learning. Et donc, j'ai inventé une méthodologie avec l'aide de chercheurs en pédagogie, en neurosciences, en psychologie positive, en intelligence collective, et participe à l'élaboration de plus de 300 projets d'apprentissage entre pairs. Et donc, c'est un sujet sur lequel j'adore parler. Ça tombe bien parce que on est là pour ça aujourd'hui, donc c'est parfait. Ok, Diane, super. Écoute, j'ai quelques questions pour toi et pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, on a décidé de partir sans slide et de faire une conversation parce que Diane et moi, on avait très envie d'avoir ce schéma un peu plus un peu différent. Et on serait ravis que vous nous posiez des questions dans le chat et de répondre aux questions à la fin. Donc voilà, c'est un processus vivant, donc n'hésitez pas. Diane, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quels sont les enjeux du learning dans les organisations? Alors, c'est évidemment un sujet qui nous concerne absolument tous. Le premier enjeu, c'est d'apprendre extrêmement vite parce que les technologies se développent très, très vite, les pratiques aussi. On a aujourd'hui, par exemple, le no-code. On a de nouvelles manières de travailler qui se présentent à nous. Le second enjeu, c'est de pouvoir apprendre efficacement et aussi intelligemment. C'est-à-dire, c'est pas seulement de consommer de l'information, mais c'est surtout d'être capable de les mettre en place, de les appliquer dans son travail, de réutiliser les apprentissages. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Et aussi de pouvoir prioriser. On peut pas apprendre sur tout. C'est comme tout. Donc, c'est vraiment un enjeu clé aujourd'hui. Et le dernier que j'ai identifié, c'est celui de pouvoir apprendre des bonnes personnes. Apprendre de ceux qui font, apprendre de ceux qui, de manière. Aujourd'hui, il y a un système d'apprentissage dans les organisations qui est parfois un peu trop hiérarchique et centralisé. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à un système d'apprentissage bottom-up, un petit peu comme on a sur Internet dans les organisations, et de pouvoir vraiment apprendre de tous. Bien sûr. Et dans ce cas-là, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer dans le learning? Alors, dans le learning, dans les organisations, souvent, on va avoir une formation qui ne nous concerne pas forcément assez, qui est parfois pas suffisamment ciblée à nos besoins, à nos problèmes d'entreprise. Ensuite, un second problème qui est assez récurrent, c'est parfois trop descendant. C'est-à-dire que on est un peu en mode consommateur et ça génère des taux d'apprentissage qui sont trop faibles. Et ensuite, on a un autre problème qui est celui de la délivrance. C'est que la délivrance des formations se déroule parfois 6 mois ou 1 an après le besoin, ce qui fait que lorsqu'elle est mise sur qu'elle est déployée, elle est en fait plus toujours d'actualité finalement. Et donc, c'est un vrai problème pour apprendre de manière efficace et intelligente. Oui, je pense qu'on a tous été dans des formations d'entreprise qui étaient absolument pas pertinentes ni intéressantes. Et on se passait la journée en se disant qu'est-ce que je fais là? Donc oui, je pense que tout le monde peut se lier à ce que tu viens de dire. Et du coup, puisqu'on parle plus spécifiquement ici du peer learning, où est-ce que ça se situe parmi ces solutions et qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors aujourd'hui, pour apprendre, eh bien, évidemment, il y a l'apprentissage à distance, les MOOC, le e-learning qui se déploie de plus en plus. Mais parfois, c'est le même problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment ciblé à nos problématiques d'entreprise, à nos problématiques terrain. En fait, on note des taux de complétion qui sont assez faibles aussi, puisque souvent il y a un certain nombre de modules. On ne peut pas trouver exactement l'information dont on a besoin. Il faut parfois suivre 4-5 modules pour trouver exactement le sujet sur lequel on voulait apprendre.
aujourd'hui, c'est les webinaires qui se multiplient. Il y a deux enjeux à ça, c'est que souvent, c'est pas toujours les meilleurs experts techniques qui changent, à part aujourd'hui, ça a l'air d'être le cas. Ou encore, c'est parfois aussi c'est difficile de participer dans ce type de webinaire. On ne peut pas vraiment participer aux échanges. Il y a une seule personne qui délivre sa connaissance, alors que parfois on a en fait un potentiel beaucoup plus large du groupe qui peut apporter quelque chose. Et puis sinon, il y a aussi de plus en plus de bootcamps qui se multiplient, qui permettent vraiment d'apprendre une compétence pratique en peu de temps, mais qui qui va pas toujours répondre aux problématiques métiers, à nos problématiques spécifiques. Donc c'est là que l'apprentissage entre pairs, donc de pairs qui font le même métier ou qui ont le même rôle, est très très adapté pour répondre en particulier à ce besoin. Très clair, ok. Et du coup, que je comprenne bien la définition du peer learning, tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est, et plus concrètement, parce que tu as fondé ton entreprise qui s'appelle WAP et qui du coup travaille sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'articule pour WAP ce peer learning? Alors oui, bien sûr, donc la définition du peer learning, selon moi, je parle vraiment d'une modalité d'apprentissage entre pairs, donc c'est-à-dire une pédagogie pair à pair qui permet d'atteindre des objectifs d'apprentissage en permettant aux membres d'une communauté d'apprendre et partager et même de produire des connaissances. Donc, on n'est pas juste sur un forum d'apprentissage où en fait on va chatter, ça va bien au-delà de ça. Parmi les caractéristiques, on trouve du coup le fait d'être déjà des communautés de pairs qui sont supérieures à 50 ou 100 personnes, mais que l'on divise toujours par sous-groupe de 5 personnes. Pourquoi? Parce que en fait, dans un sous-groupe, on peut beaucoup plus facilement échanger et libérer l'échange et la parole. Donc ça, c'est un élément essentiel. Le fait que ce soit entre pairs, évidemment, parce que c'est vraiment le fondement de l'apprentissage entre pairs. Après, la notion de pair est à géométrie variable, et ça, on l'expliquera par la suite. Le fait que ce soit basé sur l'échange, donc qu'on soit dans l'interaction. Et parce que c'est beaucoup plus participatif et en fait finalement plus efficace, parce que quand on se pose des questions, on peut trouver la réponse plus facilement. Et ensuite, le fait que ce soit aussi beaucoup basé sur le partage d'expériences. Donc, c'est du vécu. On est vraiment sur quelque chose d'empirique. On parle d'un savoir qui est d'actualité. On ne parle pas, en fait, d'une théorie. Ça, c'est vraiment les fondements de l'apprentissage entre pairs. Et ces bénéfices aussi qui font qu'on est toujours sur le savoir le plus à jour quand on parle de son expérience, de ce qu'on a réussi à mettre en place, des outils qu'on utilise, de la méthode. Voilà. Donc, ça, c'est les éléments essentiels. Nous, on répond. Pardon, vas-y, j'allais te demander. Du coup, concrètement, à WAP, ça s'articule comment? Parce que ça a l'air hyper intéressant, mais on aimerait bien comprendre comment tu fonctionnes. Oui. Oui, alors déjà, nous, juste pour finir sur le sujet des freins et des enjeux auxquels on répond, il y a un premier enjeu qui fait que les entreprises ou les organisations avec lesquelles on travaille n'arrivent pas forcément à le mettre en place. C'est que le premier, c'est que souvent, ils vont nous dire on ne sait pas qui c'est quoi. On ne sait pas en fait qui a un talent, qui a une expertise spécifique. Cette cartographie-là, on ne la connaît pas. Et surtout, on est souvent face à des individus qui en fait ignorent même ce qu'ils savent. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et souvent, certains qui vont pas forcément avoir envie de transmettre, puisqu'ils ne savent pas forcément comment le transmettre aussi. C'est le manque de connaissances pour apprendre à transmettre aux autres. Et puis finalement, quand il y en a certains qui mettent en place des initiatives d'apprentissage entre pairs plus informelles, type Meetup, tout le monde ne participe pas. Ou alors ça va être peut-être les plus bavards ou les plus à l'aise à l'oral, finalement, qui vont partager. Et donc, on se prive un peu du savoir ancré chez ceux qui savent le plus. Et ensuite, il y a un autre enjeu, c'est que, alors,
quand on arrive à mettre en place ce type d'échange, ça va fonctionner, mais on ne va pas forcément réussir à capitaliser, c'est-à-dire à en fait un petit peu capter ce savoir sous forme, par exemple, d'un wiki ou d'un tuto qui pourrait ensuite être partagé au nouveau ou plus largement à d'autres branches de l'entreprise. Donc voilà, ça va être un vrai enjeu. Et il y a aussi un autre enjeu qu'on nous dit souvent, c'est le fait que ça peut être assez facile de mettre en place de l'apprentissage entre pairs au sein de petites communautés ou de petites équipes ou des petites communautés techniques. Mais la difficulté, c'est de le faire au niveau transverse, entre communautés. Des communautés qui vont être des communautés d'architectes, des communautés de DevOps, des communautés de développeurs, et qui vont pouvoir... Donc là, il va falloir gérer vraiment un volume très, très énorme de participants. Et c'est là que, du coup, nous, on y répond. Ok, très clair. Et du coup, parce que tout ça a l'air quand même de répondre à des critères assez spécifiques, tu peux nous expliquer la science qu'il y a derrière le peer learning? Oui, tout à fait. Je peux vous expliquer aussi d'abord la méthodologie qu'on a mis en place. Et ensuite, j'expliquerai justement pourquoi ça fonctionne finalement le peer learning. En fait, donc on a mis en place une méthodologie, la méthodologie d'apprentissage entre pairs. En fait, elle va justement partir de la cartographie de ces savoirs, de l'émergence des savoirs de la communauté, en posant un certain nombre de questions qui sont basées sur... on va vraiment identifier l'expérience la plus pertinente de chacun, et elle va être postée sur une plateforme. Et cette phase d'émergence, en fait, va pouvoir faire émerger le savoir de la communauté. Et ensuite, il va y avoir en fait les participants qui vont pouvoir en fait choisir de qui ils veulent apprendre. Donc un petit peu comme finalement un bon coin des compétences, où finalement je vais pouvoir choisir de qui je veux apprendre, qu'est-ce que qui m'intéresse le plus. Et grâce à cette seconde phase, et aussi grâce à certains critères que l'on a identifiés auparavant, on va organiser du coup un matching en groupe de pairs de 5 qui vont pouvoir en fait se retrouver alors en ligne et en fait se transmettre mutuellement à tour de rôle leur savoir, qui est souvent un retour d'expérience, de mise en place d'une technologie, ou alors ça va être vraiment des savoirs pratiques et ils vont pouvoir partager à tour de rôle. Donc ça, c'est vraiment essentiel, ce côté à tour de rôle, pour que on ne perde pas le savoir qu'il pourrait y avoir chez quelqu'un et qu'on donne une place en fait à chacun. Tout est minuté aussi, ça c'est important pour être beaucoup plus productif. C'est des activités qui durent toujours moins de 30 minutes. Et ensuite, une fois qu'ils ont partagé leur savoir, ils vont pouvoir en fait en tirer des enseignements et capitaliser, donc pouvoir en fait prendre des notes sur les apprentissages clés qu'ils ont pu avoir. Donc tout ça, c'est collaboratif. Et on en tire en fait justement des fiches wiki qui sont mis en commun automatiquement. On travaille aujourd'hui sur la NLP justement pour pouvoir en fait faire des synthèses automatiques de tout ce contenu partagé. Que en fait à la fin on ait une synthèse clé en main au bout de moins de 2 heures. Donc c'est ça ça c'est vraiment la méthodologie étape par étape. Et ce que les participants apprécient, c'est que justement il n'y a pas de compte rendu, finalement c'est automatique et que finalement ils peuvent non seulement apprendre de leur groupe de pairs, mais des autres puisque c'est mis en commun. Et puis après on va en fait comme ça varier les groupes. Et voilà aujourd'hui un petit peu la méthodologie et comment du coup ça répond aux enjeux que j'ai cités précédemment. Pour que ça fonctionne, il est vraiment hyper important de nommer des rôles de facilitateurs, facilitatrices pour pouvoir juste encourager un petit peu les échanges et guider aussi la méthode. Ça peut être 1 ou 2 facilitateurs pour des groupes de 50. Hein, et qu'il y a un bon niveau notre système fonctionne sur un bon niveau de parité de mise en groupe, où en fait il y a à la fois des rôles de pairs, mais aussi suffisamment de diversité. Par exemple, des pairs qui viennent de régions différentes ou qui ont un niveau d'expérience différent. Donc, il y a vraiment un bon équilibre parité-diversité qui est fondamental. Et cet apprentissage aussi peut être thématique. Donc, on va en fait organiser des parcours d'apprentissage entre pairs qui sont thématiques sur un sujet clé. Et cette thématique doit vraiment doit répondre aux problématiques de l'entreprise, mais aussi être motivante pour donner envie aux participants. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement étape par étape.
Et je peux enchaîner sur justement quelle est la science derrière le peer learning. Donc, la première chose, c'est je parle beaucoup des pairs. Et en fait, le pair, l'influence des pairs, eh bien, c'est reconnu comme un des influents principaux dans le comportement humain. Parce qu'un pair, en fait, c'est quelqu'un qui parle le même langage, c'est qu'il a vécu les mêmes difficultés, il nous comprend, donc on lui fait confiance. Et donc, c'est pour ça que, en fait, apprendre d'un pair, c'est extrêmement efficace parce que du coup, ça augmente la transformation de nos comportements. Et c'est quand même ça l'objectif du learning. C'est pas d'engranger des connaissances, c'est surtout les mettre en pratique. Donc, c'est là que c'est efficace. Donc, pour ça, il y a énormément de chercheurs, notamment voilà, Tina Rosenberg, qui ont publié là-dessus. Et c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Ensuite, j'ai beaucoup parlé du groupe. Donc, nous, on travaille vraiment avec des groupes de 5 parce que c'est en fait un groupe de 5, c'est la taille idéale pour apprendre. Donc ça, c'est pour ça que nous, on se base là-dessus. Au-delà, on perd en fait, on perd l'échange, on perd la dynamique des échanges. On a tous été dans une classe de 50 où en fait le professeur va poser une question et personne n'ose parler. C'est aussi simple que ça. Le fait qu'il y ait de la bienveillance du coup dans ce groupe, ça va être aussi fondamental. On parle de sécurité psychologique. Ça a été une étude faite par Google en 2019 qui montre que c'est le critère numéro 1 de réussite dans une équipe. Donc ça aussi c'est important. En termes de pouvoir identifier des connaissances intrinsèques chez les participants, c'est la notion de connaissance tacite en fait qui est derrière, qui est une notion développée par Polanyi il y a très 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 longtemps, qui explique que finalement la plupart de nos connaissances sont ancrées dans notre pratique. C'est des gestes qu'on va mettre en place au quotidien de manière complètement naturelle, parfois instinctive, et qu'on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Mais la connaissance tacite, elle peut circuler de manière complètement informelle, justement, entre pairs, quand on est en train de parler à un ami ou parler à un collègue. C'est à ce moment-là qu'elle circule. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cette notion on va capitaliser le savoir qui circule dans les groupes de pairs, parce que c'est là qu'on révèle les connaissances tacites. Et puis, finalement, dans ces groupes-là, on est vraiment dans une posture presque... On explique à ses pairs, on enseigne, et donc, c'est une posture, c'est la notion d'apprendre en enseignant, qui est en fait 8 fois plus efficace qu'apprendre en écoutant et qu'apprendre en étant passif. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille vraiment on fait en sorte que tous les participants puissent enseigner quelque chose aux autres. Voilà, c'est Richard Feynman qui avait aussi, qui était adepte de cette méthodologie pour enseigner auprès de ses élèves. Et il y a une dernière notion qui est celle de l'apprentissage de l'expérience. Donc ça a été développé par d'abord Dewey et ensuite David Kolb. C'est vraiment les 4 étapes de l'apprentissage qui passent par je vis une expérience concrète. Donc ça peut être voilà, au travail. Ensuite, je l'observe. C'est un petit peu une analyse de pratique réfléchie sur la situation. Alors l'analyse de pratique, de toute manière, c'est mis en place depuis des années dans la médecine. Et ensuite, c'est la capacité à un peu conceptualiser de manière un peu plus abstraite ce qu'on a appris. Donc, on en tire un petit peu des enseignements. Et ensuite, ça permet de générer aussi de nouveau de l'expérimentation. Ok, j'ai appris ça, de l'expérimentation active. Et c'est un peu un cycle comme ça qui nous permet de nous renouveler constamment. Et donc c'est voilà, j'ai fait le tour, je pense, de la science derrière le peer learning. Ouais, c'est passionnant et ça, c'est très relatif au learning by doing et les nouvelles méthodes d'apprentissage où justement on essaye de mettre en pratique pour pouvoir assimiler et ensuite répéter les actes une fois qu'on les a intellectualisés. Donc ça a effectivement beaucoup de sens. C'est ce que l'on fait aussi en formation à l'heure actuelle. J'ai quand même une question d'approfondissement, oui, parce que c'était extrêmement intéressant, cette notion de sécurité psychologique. Est-ce que ça veut dire que quand vous faites des groupes, vous mettez en place les groupes d'apprentissage, il y a une notion de hiérarchie? Vous allez faire aussi attention à ne pas mettre des personnes avec leur manager, par exemple, ou pour justement que la personne se sente en sécurité. Exactement.
Donc, on a un algorithme de matching qui va prendre en compte ces critères-là. Il va prendre prendre en compte les critères d'affinité, donc tiens, j'ai envie d'apprendre sur ce sujet, mais aussi sur des critères de diversité pour faire en sorte de ne pas mettre voilà, exactement des managers dans des pairs. Génial. Ça tombe bien puisque la question de diversité et d'inclusion, on va en traiter dans quelques minutes, donc très intéressant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de mise en pratique et notamment concrètement avec AWS et avec la communauté, à quoi est-ce que ça ressemble? Alors oui, on va proposer une expérience d'apprentissage entre pairs demain dans un meet-up. Donc déjà, ce sera encore plus pratique et vous allez vraiment pouvoir le comprendre encore mieux. Maintenant, je peux déjà donner un petit peu un exemple de ce que ça pourrait donner dans une communauté comme AWS. En fait, les possibilités sont infinies. Ce qui est passionnant avec l'apprentissage entre pairs, c'est que déjà, on va pouvoir créer des expériences d'apprentissage entre pairs très variées, donc, qui vont se faire déjà selon il y a plusieurs possibilités selon les objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est de faire monter en compétence sur un sujet, ou plutôt de faire de la veille sur les outils, ou encore de partager des problématiques, ou encore de... Voilà, donc déjà, c'est d'identifier ces différents objectifs. Et ensuite, c'est de décider auprès de qui on veut créer de l'apprentissage, dans quelle communauté. Est-ce que c'est c'est par rôle? Est-ce que ça va être, par exemple, entre responsables de sécurité, entre administrateurs système, développeurs, ingénieurs de données, architectes IT, tous ceux qui maîtrisent les technologies émergentes? Ça va être vraiment de décider entre quel rôle on veut faire apprendre. Mais ça peut être aussi dans quelle géographie? En France, à Lyon, dans quelle ville on veut créer de l'apprentissage entre pairs? Ou sur quelle thématique? Une thématique d'actualité, une problématique récurrente? Ou encore juste toute la communauté par affinité, simplement, et besoin d'apprentissage. Mais vraiment, ça va être ces questions-là qui vont se poser pour créer les communautés. On peut même mixer des communautés. On va décider en fait de mixer des communautés par géographie. Et en fait, c'est de créer cette programmation d'apprentissage entre pairs. Donc nous, on va quand même s'appuyer énormément sous forme d'ateliers, et on va faire l'expérience WAP sous forme d'ateliers qui sont tous les mois, tous les 2 mois. Et on va varier justement les objectifs, les communautés. Et cette programmation va durer toute l'année et peut être aussi complétée par d'autres formats. Comme les meet-up ou comme plus des conférences. Voilà, c'est l'ensemble de ces formats qui va faire qu'en fait, finalement, on apprend efficacement. Passionnant. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres formats qui te viennent à l'esprit que l'on pourrait mettre en place pour justement cet apprentissage entre pairs? Alors oui, il y a d'autres formats. Donc l'un qui est le mentorat, par exemple. Et ça fait une bonne transition puisque voilà, le mentorat est aussi une manière d'apprendre entre pairs très, très efficace, qui est plutôt basée sur du binôme, mais qui fonctionne vraiment bien. Et donc, ça me permet de te donner la main pour te présenter et aussi en parler, puisque tu as mis en place des programmes de mentorat notamment. Donc, Marine, je vais te donner la main pour te présenter. Merci beaucoup, Diane. Alors, je vais commencer par me présenter effectivement rapidement. Donc, Marine, moi, je travaille pour AWS à l'heure actuelle et mon rôle est de gérer un programme de formation et de réinsertion à travers les métiers du cloud. Donc, on va en parler dans une minute, mais voilà, le programme Restart, c'est un programme où l'on forme des publics éloignés du monde de la tech, éloignés du monde du cloud, et ensuite on les aide à sécuriser un emploi dans ce nouveau secteur. Moi, je suis vraiment une passionnée d'éducation et d'inclusion et de diversité. Ce sont des domaines qui me tiennent énormément à cœur. Donc, je vais me faire un plaisir de vous en parler aujourd'hui. Alors, Marine, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que la diversité et l'inclusion? Oui, absolument. Alors déjà, je vais commencer par vous lire une définition du cabinet Deloitte, parce que je trouve que c'est une excellente définition et qu'elle est très claire. On a souvent du mal à bien comprendre la différence entre la diversité et l'inclusion, ou de mettre des vrais mots dessus et des concepts. Donc, la diversité est relative à la personne,
Il s'agit de l'éventail de dimensions, de qualités, de caractéristiques uniques que nous possédons tous. L'inclusion est relative à la collectivité. Il s'agit de la création d'une culture qui promeut l'équité, qui célèbre et respecte, accepte et fait valoir la différence. Donc, c'est vraiment deux notions qui sont différentes, bien évidemment, mais qui sont aussi très liées et qui sont toutes les deux extrêmement importantes. Donc, l'idée de la diversité, hein, ça va au-delà des caractéristiques un petit peu de base, telles que quand on pense diversité, on pense à l'âge, on pense bien évidemment à la nationalité, au genre, à l'orientation sexuelle, au handicap physique, à l'héritage culturel, par exemple. Mais ce ne sont pas du tout les seuls facteurs de la diversité. Il y a bien plus de différences qui sont des différences invisibles, qui peuvent être par exemple la différence de point de vue, la différence d'opinion, la différence de croyance, la différence d'éducation, qui vont faire que on est tous différents, on est tous très diversifiés. Et ce sont ces profils, l'inclusion, pardon, ça va être de prendre en compte toutes ces types de personnalités et toutes ces types de diversité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Ça va être tout simplement faire en sorte que toutes les personnes issues de la diversité, que ce soit la majorité ou les minorités silencieuses, hein, parce que de plus en plus dans les entreprises, dans les sociétés, on parle de minorités silencieuses et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a une bonne tranche de population et ça peut être des catégories très différentes, mais qui n'ont pas voix au chapitre, qui se retrouvent en minorité, donc qui ont du mal à se faire entendre, etc. Et c'est très lié à ce que tu disais, Diane, par rapport à l'apprentissage. Si on met dans un groupe 5 hommes et une femme ou versus 5 femmes et un homme, nécessairement l'homme ou la femme qui sera en minorité, on va avoir plus de mal à prendre la parole, on va avoir plus de mal à s'imposer, etc. Donc l'inclusion, c'est vraiment faire en sorte que quelle que soit la diversité au sein d'une entreprise, puisque là on parle au sein d'une entreprise, mais au sein aussi d'une communauté, on fait en sorte de donner la parole, on fait en sorte de prêter l'oreille et de faire en sorte que chaque personne puisse contribuer à cette communauté ou à cette entreprise ou du moins à ce groupe. Et la diversité en entreprise, quels sont les avantages d'un environnement qui est inclusif, qui est diversifié? Alors déjà, avant toute chose, je dirais que pour que ces chiffres, et je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants, mais pour que ces chiffres puissent être véridiques, il faut que la diversité, ce ne soit pas seulement un mot que l'on emploie. Il faut mettre des actions concrètes en place au sein d'une entreprise pour pouvoir réellement voir des améliorations en termes de diversité et d'inclusion. Mais quelques chiffres qui sont particulièrement parlants selon moi, qui sont les chiffres de Robert Half, le cabinet de recrutement, et qui a fait une étude en 2016 sur la culture inclusive au sein d'une entreprise. Donc il faut savoir qu'une entreprise avec une culture inclusive est 2 fois plus susceptible d'atteindre ses objectifs financiers, est 3 fois plus susceptible de surperformer, est 6 fois plus susceptible d'être agile et innovante, et du coup est 8 fois plus susceptible de réaliser de meilleurs résultats commerciaux. Donc ça, c'est une étude parmi tant d'autres. On le sait à l'heure actuelle, quand on met en place une réelle culture d'inclusion au sein d'une entreprise, il y a des résultats qui sont des résultats tangibles de meilleures performances et de meilleures relations dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour le côté vraiment chiffre, comme Julien l'a dit tout à l'heure, chez AWS, on aime la donnée, on aime la data, donc ça c'est du très concret. Mais ce ne sont pas les seules choses, hein. Évidemment, une politique inclusive, ça permet aussi énormément d'avantages, comme par exemple, bien évidemment, des meilleures relations de travail et puis bien des personnes qui ont envie de rester plus longtemps, puisque si on se sent en sécurité, si on se sent inclus, on va avoir envie de rester. Ça permet aussi de vraiment
vraiment de travailler, et c'est très en lien avec ce que tu disais, Diane, des mécanismes de réflexion, des mécanismes de pensée qui sont plus pertinents. Si on laisse la voix au chapitre à un plus grand nombre, de toute évidence, on va avoir plus de bonnes idées, du moins plus d'émulation et plus d'idées, et donc on va avoir plus de chances d'avoir ces chemins de pensée, ces mécanismes de pensée, d'arriver à des solutions qui seront déjà inclusives et deuxièmement plus innovantes, c'est vraiment le think outside of the box que l'on peut mettre en place. On va avoir aussi une prise de décision qui est beaucoup plus efficace, puisque du coup on va avoir plus de personnes et des nouveaux angles, des nouveaux points de vue, donc plus de facilité à prendre des décisions. Une meilleure capacité à innover. De toute évidence, toujours cette question de si on a plusieurs cultures, plusieurs façons de réfléchir, plusieurs backgrounds, plusieurs éducations, etc. On arrive à en tirer plus de choses. Et bien évidemment, le dernier point, c'est une meilleure cohésion d'équipe et des collaborateurs qui ont envie de rester au sein de l'entreprise. Donc vraiment, on voit d'un point de vue déjà quantitatif, il y a des choses qui sont très tangibles, qui nous disent oui, une entreprise inclusive va mieux réussir. Et en plus, au sein de l'entreprise, on va créer une culture qui va être beaucoup plus respirable, qui va avoir plein de bénéfices pour l'entreprise, mais aussi pour les personnes qui sont dedans. Maintenant, encore une fois, il faut pour en arriver à ces résultats-là, il faut que ce ne soit pas juste un mot, que ce soit pas juste une action ponctuelle, mais il faut réellement mettre en place une culture, mettre en place des actions qui sont pérennes et des actions qui sont concrètes et tangibles pour arriver à justement créer cette culture d'inclusion et donc réussir à promouvoir la diversité au sein de l'entreprise. Donc ça peut être déjà, il faut que de toute évidence l'initiative viennent de tous et viennent notamment d'en haut, dans le sens où il faut que ce soit porté par les leaders de l'entreprise, les leaders du groupe. Ça ne peut pas être qu'une initiative des employés. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important puisqu'il va falloir que ce soit vraiment drivé. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, qui se met facilement en place. Donc il faut que ce soit vraiment drivé. Il faut que ce soit intégré aux valeurs de l'entreprise et à la culture d'entreprise avec des actions concrètes. Il faut que ce soit mis en pratique et qu'il y ait du coup des ateliers par exemple qui soient organisés. Il faut qu'il y ait des formations qui soient organisées pour former le plus grand nombre, etc. Et il faut faire un gros travail notamment aussi sur le recrutement et sur la formation des collaborateurs. C'est absolument essentiel. Et donc, tu y as en partie répondu, mais comment utiliser la formation comme levier de l'inclusion? Et la seconde question serait, au sein des programmes de formation et de réinsertion, finalement, comment promouvoir le peer learning et l'utiliser? Voilà. Ouais, bien sûr. Du coup, je fais la transition sur la formation, effectivement, parce que comme on l'a dit, la diversité et l'inclusion, ça peut arriver de plein de façons différentes, plein de schémas différents. Et il va y avoir la formation au sein de l'entreprise, et puis ensuite le recrutement et donc la formation en dehors de l'entreprise qui va ensuite lier au recrutement. Donc, une des grosses avancées à l'heure actuelle, un sujet sur lequel on voit pas mal d'avancées qui sont assez chouettes, c'est que on sort de plus en plus des schémas traditionnels de l'enseignement supérieur et du lien nécessaire entre enseignement supérieur et entrée en entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que on a et notamment en France une culture assez forte, par exemple, du diplôme et de la nécessité d'avoir un parcours cohérent. Donc, si on veut être ingénieur, on va faire un bac S, puis on va aller en école d'ingé, puis on va sortir, on va aller dans une entreprise à un poste d'ingénieur et on va faire son parcours professionnel, sa carrière de cette façon-là. Ça, c'était un petit peu le schéma traditionnel et qui du coup a plein d'avantages, mais qui n'est pas nécessairement un des schémas les plus favorisants de l'inclusion, bien évidemment, et de la diversité, puisque on va se cantonner un petit peu à ses rôles et rester dans son cœur de métier. Et puis parce que les entreprises vont rester aussi sur ces profils assez spécifiques. C'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle, et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. On voit de plus en plus de schémas, de programmes de formation
qui changent un petit peu de ces cursus. Donc, ils vont être des formations inclusives, comme par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, mais c'est le travail que fait Simplon, l'école de la tech inclusive. Ça va être un petit peu le schéma de la 42. Ça va être le travail que fait Connexio ou des organismes comme Social Builders, qui ont tous un peu vocation à faire de la diversité une force, et donc à aller vers des publics qui sont différents des publics que l'on va retrouver en école d'ingé, en école d'informatique, etc. Donc par exemple, ça peut être des publics très éloignés de l'emploi, des personnes qui n'ont pas qui sont des infra-bac ou des bacs, qui n'ont pas nécessairement de diplôme d'études supérieures. Ça peut être des personnes en reconversion. Ça peut être des classes dédiées aux femmes entièrement. Ça peut être des promos pour les primo-arrivants et les réfugiés. Donc, on va voir toutes ces opportunités qui vont commencer à émerger pour toutes ces personnes qui n'auraient pas nécessairement eu cette opportunité s'il n'y avait pas ce type de programme qui était mis en place. Donc, très concrètement, pour qu'une formation soit inclusive et pour qu'on puisse aller toucher le plus grand nombre, il faut bien évidemment que ce soit une formation qui soit courte et basée sur l'apprentissage des compétences. Donc, on revient toujours à ces fameuses compétences où l'apprentissage théorique, c'est bien, mais c'est moins efficace, et notamment sur une période courte. On a besoin d'apprendre à faire les choses. Les apprenants ont besoin d'apprendre à faire les choses et à pratiquer à faire ces choses-là pour bien les mémoriser. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il faut que ce soit gratuit dans la mesure du possible, bien sûr, puisqu'on sait qu'un des freins socio-professionnels à l'obtention d'un diplôme, ça va être la gratuité de la formation. C'est difficile tout le monde ne peut pas se permettre de rentrer en école payante. Il faut que ce soit sans prérequis nécessaires, donc par exemple sans avoir un parcours professionnel en accord avec, en adéquation avec ce domaine, ou avec ou pas d'expérience professionnelle. Et dans l'idéal, il faut prendre en compte les freins socio-professionnels autour de la formation et mettre en place des SAS justement pour aider à lever ces freins. Donc, pour n'en citer qu'un, par exemple, si on se focalise sur le public féminin, peut-être mettre en place un système de garde d'enfants, puisque on sait que c'est pas juste le fait de pouvoir accéder à la formation, mais c'est aussi le fait de pouvoir suivre la formation. Et si on a un enfant à charge, on peut pas toujours venir en classe le lundi du vendredi de 9h à 17h. Donc faire une formation inclusive, c'est vraiment prendre en compte tout un tas de paramètres qui vont permettre aux apprenants de suivre le programme de façon sereine, oui, et donc de les insérer ensuite en entreprise et dans le monde professionnel. Et enfin, je vais prendre une dernière petite minute pour te parler. Donc, comme tu m'as posé la question du peer learning au sein de ce système de formation, et spécifiquement le mentorat. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du mentorat ? Bien évidemment, ça fait partie des différents schémas de peer learning, et c'est un schéma que l'on met en place dans nos formations, dans ces programmes de formation. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour les mêmes raisons que pour l'entreprise, les bénéfices sont énormes. Le mentorat a une énorme aptitude à faire le partage de connaissances, et donc à démocratiser un petit peu, en l'occurrence ici, le monde de la tech, le monde du cloud, en aidant les apprenants à rencontrer des personnes qui sont déjà dans ce corps de métier, en aidant les apprenants à se débarrasser aussi du syndrome de l'imposteur, puisqu'ils vont avoir la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont potentiellement un parcours similaire. Donc toujours cette possibilité d'échanger les compétences, les connaissances, et comme tu l'as très bien dit, les connaissances tacites aussi, puisqu'il y a des choses que les apprenants savent qu'ils ne savent pas forcément qu'ils savent. Donc cette possibilité d'éliciter leurs connaissances et pour eux aussi d'en apprendre plus sur le monde de la tech, c'est vraiment essentiel. Donc au sein du programme Restart, qui est donc ce programme de réinsertion des publics éloignés de l'emploi, on a une grosse part de mentorat que l'on met en place, que ce soit avec les bénévoles AWS, mais ça peut aussi être avec des bénévoles de la communauté AWS, par exemple, justement pour ça, pour favoriser cet échange entre pairs,
pour faire en sorte que les apprenants en apprennent un peu plus sur le monde du cloud, sur le mindset du cloud, parce qu'on parle beaucoup du mindset du cloud, mais aussi pour bénéficier les mentors. Et d'ailleurs, les plupart des mentors qui nous en parlent nous disent que le bénéfice est aussi immense pour eux, parce qu'ils ont des choses à apprendre et avoir des points de vue neufs et frais, c'est toujours hyper important. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a mis en place le mentorat au sein du programme Restart et des autres programmes de formation qui existent bien évidemment. Super. Est-ce que tu nous as parlé du programme AWS? Tu voulais en parler un peu plus? Je vais en parler très très rapidement avant qu'on passe aux questions. Donc, ce que je vais dire, c'est que le programme, vous pouvez en apprendre plus directement sur la page AWS. C'est un programme que l'on a mis en place en 2017, il me semble, et qui a déjà 2 promos à son actif en France, dont une promo qui est en cours en ce moment à Villetaneuse dans le 93, avec 22 apprenants qui s'apprêtent à passer la certification Cloud Practitioner la semaine prochaine. Donc, on leur souhaite le meilleur, et je pense qu'il y en a certains qui doivent être sur la keynote en ce moment. Donc, si vous êtes là, les apprenants de Restart 2, bonne chance pour la semaine prochaine. Et donc ce programme-là, a vraiment vocation à faire le lien entre ces personnes qui débutent dans le cloud et les entreprises. Et on est toujours à la recherche justement de bénévoles et de personnes souhaitant s'intégrer. Donc si le programme vous parle et si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à venir nous poser des questions dans les chats ou même à me contacter directement sur LinkedIn. Je serai toujours ravie de répondre aux questions. Voilà. Super. Merci à toi, Diane. Écoutez, Diane, Marine, merci beaucoup. Merci de nous avoir apporté votre regard aiguisé sur l'importance du peer learning, sur l'importance du mentoring et de l'inclusion dans les communautés. C'était hyper intéressant. Il nous reste 8 minutes là avant de lancer le premier speaker de la journée. Donc on va prendre évidemment quelques questions que vous pouvez poser sur le chat. La première nous vient de Fela qui pose une question sur aujourd'hui on sait qu'il y a du peer learning qui existe à l'intérieur des entreprises, mais il y a aussi du peer learning qui peut se faire entre les entreprises finalement. Et comment, je pense que la question a été posée au moment du talk de Diane, comment est-ce que vous organisez, quelle différence vous faites et quelle similitude vous faites entre ces deux façons d'apprendre? Très bonne question. C'est le même mécanisme. Là, ce qui change, c'est la communauté. On a une communauté, quand on le fait à l'intérieur d'une entreprise, c'est la communauté d'entreprise. Et autrement, c'est des réseaux inter-entreprises. C'est des choses qui, inter-entreprises, sont de plus en plus demandées. Et c'est extrêmement riche. C'est parfois un petit peu plus difficile à mettre en place, juste pour des raisons purement logistiques. Mais on s'appuie du coup beaucoup sur des réseaux. Typiquement des réseaux comme AWS qui existent aujourd'hui. En ce moment, nous, je sais qu'on travaille énormément avec des réseaux du learning, justement parce que ce sont ces réseaux-là qui vont ensuite mettre en œuvre la solution. Et il y a énormément de réseaux professionnels qui vont l'utiliser dans leur propre réseau ou des associations professionnelles, et ensuite, du coup, pouvoir éventuellement le découvrir et le mettre en place dans leur propre entreprise par la suite. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que oui, notre objectif à terme, c'est effectivement d'ouvrir la communauté WAP à tous, pour qu'on puisse en fait trouver sa communauté grâce à WAP, en fait, un petit peu tel un meet-up finalement, mais vraiment un meet-up de pairs, en peer-to-peer. Et donc voilà, dans quelques années, espérons qu'on puisse offrir ça. Que la plateforme soit bien développée. Et je le répète, et j'ai collé le lien dans le chat sur YouTube. Demain, on organise un meet-up pour tester, pour faire l'expérience WAP. Alors, je l'ai testé de mon côté avec l'équipe. Je vous invite vraiment à venir le tester. C'est 1h30 et ça va vous permettre de rencontrer des personnes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé avec qui aller discuter directement. Super. On va prendre une autre question. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 3 questions qui se rejoignent peut-être un petit peu. Toujours pour Diane. En fait, on me pose des questions sur la façon dont est automatisé votre outil.
et sur votre façon de choisir les groupes de pairs. Comment est-ce que vous faites ça, puisque tu as parlé d'automatisation, il me semble, à un moment donné, et comment est-ce que tout ça est automatisé? Donc, le premier élément d'automatisation, c'est la génération de groupes, effectivement. Et après, c'est aussi les étapes d'apprentissage. Toutes les activités d'apprentissage et toutes les questions à poser, à partager. Il y a comme un parcours étape par étape qui guide les participants dans l'échange. Donc, je vais commencer par les groupes. Alors, il y a plusieurs critères de génération de groupes. Mais le premier, c'est déjà de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Des questions sur son expérience, mais aussi sur son profil, quel est son niveau d'expérience. Et ensuite, en fait, on va pouvoir choisir plusieurs personnes de qui on veut apprendre. Et notre moteur va créer des groupes en s'appuyant sur l'affinité, c'est-à-dire en réunissant les pairs qui ont le plus envie d'apprendre ensemble et qui ont choisi en fait d'apprendre des uns des autres, et tout en se basant sur des critères de diversité qui ont été définis avant. Donc les critères de diversité, c'est on veut par exemple qu'il y ait un maximum de géographies différentes dans les groupes, ou alors on veut qu'il y ait justement la parité dans les groupes, ou des critères comme ça. Donc ça, c'est la première chose, et ça affiche les groupes et ça permet aux groupes d'être matchés ensemble à distance. Et ensuite, ça leur permet d'avoir accès à tout un tas de questions qui vont se poser. Les questions, elles peuvent être aussi prédéfinies avant, customisées selon en fait l'objectif de l'expérience, et de pouvoir aussi synthétiser. Alors, ils vont prendre des notes sur l'outil. C'est pas non plus, on n'a pas encore en fait la technologie de voice to text qui en fait est pas encore complètement adaptée pour le moment. Mais en tout cas, ils vont prendre des notes, et ensuite ces notes vont être en fait mises en commun. Et comme j'en parlais tout à l'heure, on cherche à développer aussi l'analyse sémantique pour pouvoir en fait faire des synthèses automatiques des choses qui ont été dites par les divers groupes. Parce que quand on a 100, 200, 300 participants en même temps, eh ben, on a des dizaines, des centaines de fiches synthèses qui sont créées au même moment. Donc ça fait beaucoup de contenu. Et là, on est vraiment au début de ça. On est vraiment au début de la technologie et de ses potentialités. Ok, et donc j'ai une question qui arrive de Daou là sur justement comment est-ce que non, c'est pas Daou, pardon, c'est Stéphane qui demande si vous avez déjà des métriques et si vous avez déjà pu faire un comparatif avant-après sur des cas concrets. Oui, tout à fait. Alors on calcule effectivement, on fait des analyses d'impact à la fin de chaque session. On a donc déjà, en termes de satisfaction à chaud, c'est 4,6 sur 5 d'utilité pour les participants en moyenne. Et on a 97% qui souhaitent revenir à la prochaine session. Et en termes d'impact, on a calculé qu'il y avait 70% des participants qui mettaient en œuvre des pratiques qu'ils avaient appris. Donc, concrètement, par exemple, ils ont appris l'existence d'une technologie ou d'un outil, eh bien, ils sont allés l'essayer, ils sont allés l'utiliser. Ou alors, ils ont parfois mis en œuvre une action, ils ont contacté quelqu'un par mail pour aller plus loin, ou ils l'ont appelé pour pouvoir en fait savoir comment développer telle ou telle chose ou utiliser tel ou tel document. Et donc, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et on est en train de développer encore plus ces métriques-là pour pouvoir aussi faire un avant-après des compétences. Super, super clair. Bah, écoutez, on arrive au bout de notre heure. En un mot, peut-être, je vous poserai une dernière question sur quel conseil vous donneriez à tous les utilisateurs d'AWS qui sont avec nous aujourd'hui sur leur envie de s'impliquer. Est-ce que si vous aviez un conseil, votre conseil un peu perso, quel serait-il pour s'impliquer dans des communautés?
Marine, peut-être, je ne sais pas si vous allez me dire, je vous prends peut-être un peu par surprise. Non, non, allez. Je pense qu'il y a 1000 façons de s'impliquer dans la communauté. C'est une excellente question, mais vraiment, j'insiste. Je prêche pas pour ma paroisse, hein, mais toutes les compétences, toutes les personnes qui ont ces compétences très techniques parmi la communauté AWS, et pas d'ailleurs très technique, mais vous avez tellement de connaissances que vous pouvez partager, et il y a tout un tas de personnes qui sont en bordure de notre écosystème, de votre écosystème, qui veulent rentrer dans l'écosystème et qui ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, de se sentir faire partie de la communauté. Donc donnez de votre temps si vous en avez la possibilité. Je sais qu'on est tous, en plus avec le télétravail, on est tous surmenés, on travaille énormément. C'est pas facile, mais c'est du temps qui sera bien donné. Qui sera bien mis à profit, qui profitera aux personnes que vous allez accompagner, mais qui vous profitera aussi. Donc voilà, si j'ai un conseil à dire, c'est le mentorat, c'est vraiment essentiel, et ça a plein de bénéfices pour le mentor aussi. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire. Diane, est-ce que tu as aussi quelque chose à proposer? Moi seulement de venir demain et découvrir et participer à cette manière d'apprendre. Super. Eh bien, écoutez, je serai là demain aussi et le lien, je vous l'ai partagé sur le chat. Diane, Marine, mille merci pour votre participation aujourd'hui. Pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu en retard, sachez que voilà, toute la keynote est enregistrée et sera disponible sur YouTube et que vous pouvez dès à présent donner une petite appréciation, voter pour que Marine et Diane, on puisse leur faire un retour sur leur participation. Diane, Marine, merci beaucoup. J'imagine que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les retrouver directement sur le Slack. Et puis, je vous propose d'enchaîner puisqu'il est déjà 10h02. On a pris 2 minutes de retard. Diane, Marine, à bientôt.